consulter notre site rfi.fr. Demain sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs, Jean-Pierre Boris. Le dollar est le pivot de l'économie mondiale. Le billet vert sert à la plupart des échanges, un quasi-monopole très rassurant pour tout le monde. Mais depuis que les États-Unis utilisent cette position pour faire pression sur les entreprises et les États étrangers, la défiance s'installe, le dollar fait peur. Écho d'ici, écho d'ailleurs, avec Jean-Pierre Boris, tous les samedis à 10h10 TU sur RFI. Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International et surtout de notre Café des Sports. Bienvenue dans ce studio, bienvenue où nos invités sont déjà là et vous pouvez les voir grâce à Facebook Live. Vous en avez pris l'habitude. Rémi Ngono, Xavier Barré, messieurs, vous êtes au rendez-vous. Bonjour. Bonjour Annie, bonjour El Valente, parce que je salue pas Xavier, il m'a fui quand il a vu comment je faisais l'échauffement. Je suis très chaud. Bonjour Annie, bonjour à Xavier tous. Barré. Même Rémi. Alors, soyons sport. Bon, le préfet est là, donc il a déjà été présenté. Bonjour, Alejandro Valente. Bonjour à tous. Il y a aussi Eric Rabessandratana, un habitué de ces débats du Café des Sports. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Annie. Et puis il y a Saïd Hamda, notre journaliste stagiaire. Bonjour Saïd. Bonjour Annie. En Espagne, que le spectacle commence. Barça, Real, Atlético et les autres partent pour une nouvelle saison. Les Blaugrana, renforcés par Antoine Griezmann, notamment, remporteront-ils un 3e titre successif? Ou bien les merengues de Zidane reviendront-ils sur la première marche? Ou encore les colchoneros qui changent d'époque mais ont l'art de rebondir en recrutant toujours très bien. Présentation ici de cette Liga avec cette dernière information. Hazard est déjà blessé. Marseillais et Parisiens en Bretagne ce week-end pour la 2e journée de Ligue 1. L'OM jouera à Nantes pour se remettre dans le bon sens alors que le PSG, toujours sans Neymar, jouera à Rennes. Une 3e rencontre en 4 mois entre ces deux équipes. Et le Sénégalais Idrissa Gueye pourrait bien y faire ses débuts. Un retour au Maghreb pour coach Vaïd. Le volcanique Halilodzic va diriger la sélection des Lions de l'Atlas. Après la grande déception du Maroc en Égypte, ce sélectionneur est-il compatible avec les Marocains? Est-ce le premier choix d'ailleurs de la Fédération royale? Eh bien, nous nous poserons la question dans ce Café des Sports. Les débats sont ouverts. Hazard, 0-1. Le spectacle avant même le coup d'envoi avec tous ces matchs amicaux qui ont précédé donc le début de la saison en Espagne. L'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur championnat européen, reprend donc ce soir par une belle affiche. Athletic Bilbao qui reçoit le champion sortant, le FC Barcelone. Des Blaugrana qui surfent sur la Liga depuis 2 saisons déjà. Ils ont été sacrés champions, les 2 dernières avec une confortable avance de points à chaque fois. Et cette année, nous avons une équipe renforcée. 200 millions d'euros dépensés pour acheter notamment Antoine Griezmann et Frenkie de Jong et pour se glisser dans le duo Messi-Suarez. Duo bancal puisque déjà Léo lui aussi est blessé ou relève de blessure et Ernesto Valverde, vous allez l'entendre, l'entraîneur du Barça, il ne veut prendre aucun risque. Nous n'allons pas prendre le moindre risque avec les joueurs, encore moins avec Léo. Nous verrons bien comment il se sent, mais il n'a toujours pas repris l'entraînement avec l'équipe. Nous sommes satisfaits de ses progrès, mais l'entraînement individuel et un match, ça n'a rien à voir. Nous allons donc attendre un petit peu, mais il se remet bien. Nous voulons commencer le championnat sur une bonne note. Nous voulons gagner une 3e Liga consécutive. Je pense que ce n'est pas arrivé souvent dans l'histoire du club.
ha ocurrido muchas veces en la historia del club. Effectivement, c'est pas arrivé souvent, hein. C'est la première fois en 10 ans, vraisemblablement, que Messi ne joue pas le premier match dans cette Liga. Le Barça est-il encore plus fort que l'an dernier, Alejandro Valente? Je le pense, oui, parce qu'on a vu Antoine Griezmann qui s'est parfaitement bien intégré dans cette équipe. Il a toutes les qualités pour réussir à Barcelone, car c'est un joueur très mobile qui peut défendre, qui peut attaquer, qui peut aller sur les côtés, dans l'axe, etc. Donc il apporte énormément. Et Frenkie de Jong également a très vite trouvé ses marques et apporte un vrai plus au milieu du terrain. Donc je pense qu'effectivement Barcelone est plus fort. Eric Rabé-Sanratana. Oui, non, c'est un très très bon recrutement pour les Barcelonais. De Jong, forcément, pour organiser le jeu, c'est quand même une vraie bonne pioche. Ça fait longtemps qu'à ce poste, chez les Blaugrana, il y avait un manque. Ouais, on a recruté un petit peu au fur et à mesure, mais jamais trouvé la bonne pioche pour, seconder un peu Busquets. Et là, franchement, De Jong, c'est vraiment le joueur parfait pour organiser le jeu et pour participer. En plus, avec un point supplémentaire devant avec Griezmann qui pourrait amener sans avoir le besoin de s'acclimater au championnat parce qu'il connaît par cœur. Je pense que ça va aller très vite pour Barcelone de prendre la mesure du championnat très vite. Oui, parce qu'ils font souvent échapper seuls. Ils Ouais. commencent très tôt. Xavier Barré. Oui, c'est presque gênant pour Rémi Ngono de devoir admettre qu'aujourd'hui le Barça est au-dessus du lot. Parce que ces dernières années, le Real Madrid encore était champion d'Europe. On va voir s'il est d'accord. On était champion d'Europe, donc on disait oui, le Barça est peut-être champion d'Espagne, mais le Real est champion d'Europe, tandis que là, le Barça est champion d'Espagne, comme d'habitude, et le Real est rien. Donc forcément, avec en plus, Eric Rabé-Sanratana qui connaissait bien ce poste puisque ça a été le sien à un moment, c'est-à-dire ce milieu de terrain défensif qui peut relancer qui a toujours comme eu ça tant d'importance ces dernières années à Barcelone. Et c'est pas par hasard s'ils ont proposé au PSG dans les échanges pour Neymar, on en reparlera, Rakitic ou bien Vidal, c'est-à-dire les joueurs qui sont actuellement dans cette situation. C'est parce que Frenkie de Jong, c'est vraiment le chaînon parfait pour prendre le relais. Donc là, ils ont fait un très bon recrutement. Griezmann, on le connaît tellement bien en France qu'on va pas épiloguer sur lui, et surtout cette capacité qu'il a à s'intégrer dans un collectif. Il l'a déjà parfaitement réussi à l'Atlético à l'époque, dans un collectif plus défensif. Donc là, il va pouvoir laisser libre cours à ses qualités offensives. Moi, je suis très, très pressé de voir ce Barça ce soir à Bilbao. Rémi, est-ce que vous êtes à l'unisson de ces louanges envers le recrutement du FC Barcelone? Je le sens sérieux là. Ça fait plusieurs saisons que je viens ici, que j'entends. Ils ont super bien recruté. Dernièrement, ils nous disaient que c'était Paulinho qui était la meilleure recrue. On nous a dit que c'était Vidal qui était un super recrue. On nous a dit que Malcolm était une méga recrue. Donc chaque année, on a des super recrues. Xavier Barré sautille ici justement comme une sauterelle derrière une feuille morte. Mais sauf que, en fin de compte, on va se retrouver avec un Barça qui va courir derrière un seul trophée, c'est-à-dire que la Liga, c'est-à-dire qu'un championnat familial, ou alors, cette fois-ci même, ils ne vont même plus, on n'est même pas sûr, parce que là, il faut savoir que lorsqu'on me dit c'est un collectif et que je vois LEF qui dit Griezmann s'est intégré, mais non, Griezmann ne peut pas s'intégrer dans la mesure où il n'a pas encore joué avec Messi. Messi était blessé, ce qui signifie qu'il n'y a pas eu encore une coordination dans ce Barça-là. Qu'est-ce qui va se passer lorsque Messi sera intégré? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Dembélé... Mais vous ne pensez pas que les grands joueurs aiment jouer entre eux et qu'ils y arrivent toujours? Vous savez très bien qu'à une certaine période, le Real Madrid se contentait à nous dire qu'il fallait entasser les Galactiques. Vous connaissez ce que les Galactiques ont remporté? Pas grand-chose. Donc ce n'est pas parce qu'on empile les meilleurs joueurs ou alors des joueurs qui peuvent faire ceci et cela et que sur le papier, on va dire que non, attendez, c'est magnifique, c'est fantastique. Attendez, ce Barça-là avait Neymar. Aujourd'hui, on est en train de me dire que non, c'est De Jong. C'est De Jong. Quel beau recrutement. On me dit maintenant que Rakitic n'est plus très bon. On me dit maintenant que ce Barça-là est méga favori. Non. Je ne le vois pas très favori parce que il faut savoir que derrière, le Barça a aussi beaucoup vieilli. Derrière, le Barça a des lacunes. Et bien évidemment, il y a un proverbe africain qui dit on juge l'éléphant par la queue.
Il faut que Laurent enregistre les propos de Rémi Ngono, puis on les repassera en fin de saison. Parce que là, on rigolera bien. Là, franchement, la comparaison entre le Barça et le Real, non. Et l'éléphant. Oui, et l'éléphant. Bon, dans cet effectif du Barça, évidemment, ce qui fait beaucoup parler encore aujourd'hui, Alejandro, vous qui êtes aussi si proche du PSG, Eric, c'est le cas Neymar. Est-ce que Neymar va finir au Barça, Alejandro? Votre boule de cristal, que dit-elle? On peut le craindre. Enfin, moi, je suis pas fan d'un retour de Neymar à Barcelone, mais j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer quand même. Parce que Neymar veut revenir à Barcelone, parce que le PSG Parce que Messi aimerait bien le voir revenir. Messi et Suarez et d'autres joueurs aimeraient bien le retrouver peut-être, mais surtout parce que de toute façon Neymar va quitter le PSG et qu'il n'a pas d'autres points de chute qu'on puisse imaginer à part Barcelone. Donc je pense que ça va finir par se faire. Mais Alejandro, on parle de grands clubs. On ne se l'arrache pas. On parle de grands clubs. Je ne comprends pas comment est-ce que les gens sont parfois d'un optimisme béat que parfois, monsieur, il faut de l'argent. Vous voulez recruter Neymar avec votre salive, avec le baratin d'Eric Abidal, alors que vos poches sont totalement vides comme une église où vit une souris. Mais ça, c'est le problème du Real. C'est pas je vous fais comprendre une chose. Non. Rémi, on ne prête qu'aux riches. Non, on ne peut pas prêter qu'aux riches parce que si on regarde déjà ce que le Barça a eu à dépenser, comme je le dis, le Barça, avant ce mercato, était déjà à moins 374 euros avant de recruter... 374 millions d'euros. Moins 374 millions d'euros. C'est-à-dire que lorsqu'on voit ce qu'ils ont eu à recruter, donc Barça a déjà recruté pour 1 an et demi. 1 an et demi. Ils sont moins dépensés que le Real là, cette année. Ouais, non, mais attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de raconter là? Parce que si vous regardez, on va revenir sur le cas du Real. Donc aujourd'hui, lorsque vous vous rendez compte qu'après le départ de Neymar, qui a été vendu à 222 millions d'euros, le Barça n'a fait que s'endetter, le Barça n'a fait que creuser. Aujourd'hui, le Barça n'a rien, c'est pour ça qu'ils viennent. Ils disent au PSG, attendez, nous voulons qu'on fasse un échange de joueurs. Le Barça a un budget de plus de 800 millions n'a d'euros. rien. C'est le Real qui peut avoir quelque chose parce que quand on voit le chiffre financier, quand on voit ce qu'il y a comme réserve et comme possibilité, le Barça ne peut plus rien et ne peut même pas obtenir un prêt. Il y a un autre proverbe africain, puisque je vais les enchaîner aujourd'hui, qui dit que il ne faut manger qu'à la hauteur de son sac de provisions. Là où je rejoins Rémi, c'est que je pense que le Barça a plus besoin de Neymar que le Real a plus besoin de Neymar que le Barça. Moi, le Barça, je ne sais pas pourquoi ils ont besoin de Neymar, sincèrement. Ils n'ont pas besoin de Neymar. Non, mais ils ont peut-être pas besoin. Je ne comprends pas le principe d'essayer de ramener Neymar encore. Non, mais après, c'est dans la logique de l'histoire du Barça. Non, mais je comprends. Il y a des joueurs de talent qui ont voulu. Cesc Fabregas, par exemple, en 2011, après la Coupe du Monde, il voulait revenir à Barcelone et il a accepté de faire un sacrifice sur son salaire par rapport à ce qu'il gagnait à Arsenal pour revenir au Barça. Forcément, quand vous avez un joueur de sa dimension qui veut revenir, eh ben le club va pas lui claquer la porte au nez. C'était également le cas pour Luis Suarez. Luis Suarez voulait venir à Barcelone parce que sa femme est de Barcelone et qu'il voulait jouer avec Messi. Pareil, il a accepté de gagner moins qu'à Liverpool pour venir à Barcelone. Dans le cas de Neymar, on va voir comment ça se passe, mais on peut imaginer que pour le Barça, ce soit une bonne affaire, financièrement parlant, mais même là, si... c'est pas une bonne affaire. Si vous récupérez, même si tu payes que 100 millions pour donner des joueurs en échange et tout ça, c'est pas une bonne affaire quelque part. En termes d'image, c'est une excellente affaire quand même. Un joueur qui supplie de revenir, c'est excellent. Non, bien sûr, mais je veux dire, je suis pas sûr que au niveau sportif, ce soit une si bonne affaire. Je crois pas que le sportif entre beaucoup en ligne de compte. À la Casablanca, Rémi, alors on affiche de grands sourires, mais la sérénité règne-t-elle dans le club alors qu'il y a des rumeurs qui enflent autour du temps de Zidane et que l'on a donc appris à la mi-journée qu'Eden Hazard, la recrue star de l'intersaison, est déjà blessé. Peut-être pour plusieurs semaines, ça c'est les médias espagnols qui le disent. En tout cas, c'est une blessure à la cuisse. Ce matin, à l'entraînement, il ne fera donc pas le premier match. Mais en tout cas, l'entraîneur des Merengues, il le savait peut-être pas sûrement au moment de la conférence de presse, mais pour le reste, il n'a rien laissé paraître. Il est content d'être à la tête de cet effectif, Zizou.
Des pessimistes, il y en aura toujours. Au Real Madrid, lorsque ça ne joue pas comme les gens le veulent et quand les résultats ne sont pas là, il y a toujours des polémiques. Ce que je veux dire aux supporters, c'est que ça commence à peine. Nous sommes prêts et nous voulons faire un bon match ce samedi. Nous serons compétitifs et c'est ça qui compte. J'ai les meilleurs joueurs, j'en suis certain, je vais toujours les défendre. Et maintenant, ce qui m'importe est ce que nous ferons demain. Que va-t-on faire demain? Que vamos a hacer mañana, se demande Zinedine Zidane, que vous pouvez voir sur nos illustrations si vous nous regardez sur le Facebook Live. Il y a aussi de quoi voir quand on regarde Radio Foot International et le Café des Sports. Alors Zidane dit se contenter de son effectif qui compte encore James, encore Bale et qu'il voulait clairement voir partir. Il l'avait dit au départ, il voulait Pogba, il ne l'a pas eu. Est-ce que l'entente entre les deux hommes forts de cette équipe, Rémi, est si cordiale? Les deux hommes forts, lesquels sont les deux hommes forts? Pérez et Zidane. Je ne suis pas convaincu que ce soit. Je ne suis pas sûr que ce soit les hommes forts parce que les hommes forts c'est sur le terrain. Donc pour moi aujourd'hui, je crois que entre Pérez et Zidane, il y a bien ce qu'on peut dire une certaine complicité. C'est vrai que le club voulait vendre Gareth Bale à cause de ses blessures. Mais en même temps, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de blessures au niveau du côté du Real, parce que lorsque Zinedine Zidane est revenu, dans sa tête, Asensio devait être titulaire. Or là, il est out pour longtemps. Et maintenant aussi, vous avez appris la blessure d'Eden Hazard qui vient d'arriver, qui est une très mauvaise nouvelle, parce qu'il va faire minimum entre 3 et 4 semaines. Donc, pour un joueur de cette envergure-là, alors que Zinedine Zidane avait déjà changé. Sur le plan tactique, il avait déjà abandonné le 4-3-3 pour prendre le 3-5-2 ou le 4-4-2. Là maintenant, il sera obligé de revoir encore des plans tactiques pour pouvoir encore huiler quelque chose. Mais, cette fois-ci, il ne faut pas oublier que, contrairement à la saison dernière, il y a quand même un avant-centre, Jovic, qui a été recruté. Et quand on sait, par exemple, que la saison dernière, on a vu, les débuts ont été très laborieux, très difficultueux, avec une attaque où il y avait Benzema, certes, qui finit en boulet de canon, mais surtout, au début de la saison, ils ont fait 1171 minutes, Benzema, Bale et Asensio, sans marquer de but. Et qui marquait les buts au Royal? C'était Ramos. Donc aujourd'hui, je crois que lorsqu'on voit le recrutement qui a été fait, le jeune Vinicius qui commence déjà aussi à s'adapter, même s'il n'est pas encore efficace devant le but, je crois que Pérez ne mise pas uniquement pour cette saison. La preuve, c'est qu'il a pris beaucoup trop de jeunes. Il voudrait qu'il s'imprègne de l'esprit Real et que, à l'avenir, il puisse porter quelque chose. Parce que ce le Real pouponnière au lieu de galactique, alors. Non, on ne peut pas être galactique là. Eric, parlez-nous de cette blessure d'Eden Hazard. Vous la comprenez? Je la comprends parce qu'en fait, par rapport vous, l'ancien joueur, bien sûr. Mais par rapport à ce qui a été dit, en revenant en surpoids, j'ai connu ça et forcément vous travaillez dans des conditions complètement différentes et votre corps doit s'adapter différemment à ce que vous lui imposez, c'est-à-dire ce surpoids. Donc il a travaillé dur pour perdre ce poids certainement. Il a travaillé certainement différemment parce que la charge de travail n'est plus la même. Quand vous rajoutez 4 kilos, 5 kilos, c'est comme si vous preniez un sac de 5 kilos et vous travaillez avec ça tous les jours. Donc c'est la fatigue supplémentaire qui s'installe. Du coup, c'est peut-être de la fatigue qui a provoqué un petit peu cette blessure de maintenant. La compensation maintenant, elle est qu'il va devoir récupérer pendant 4 semaines. Et 4 semaines, alors 3 ou 4 semaines. Quand c'est votre joueur phare, parce que c'est le joueur phare actuel du pour le moment, Real c'est la Madrid, recrue phare. C'est un gros problème pour le Real. Xavier, ce Real Madrid, comment il vous paraît? Moi, il me paraît vraiment malade. Parce que quand on voit ce qui s'est passé la saison dernière, on a rappelé Zidane en catastrophe. C'était le 3e entraîneur de la saison écoulée. Il y a eu quand même Lopetegui avant lui, il y a eu ensuite Solari. L'un comme l'autre n'ont pas réussi à combler le départ de Cristiano Ronaldo. La fin de saison était difficile. Hein. Et Zidane avait une mission en fin de saison, c'était d'exposer les bijoux de famille pour essayer de les vendre avec effectivement ce deal avec Florentino Pérez. Si tu arrives à bien mettre en valeur Gareth Bale ou un autre et à les vendre, c'est autant d'argent que tu auras en plus pour recruter. Et c'est un échec. C'est déjà un échec.
parce qu'il n'a pas réussi à vendre Gareth Bale. Moi, je me souviens des discussions qu'on avait là ici avec Rémi Ngono, mais aussi avec Nabil Djellit ou d'autres. Mais si, ils vont partir. Mais non, les gars, quand ils ont des contrats, ils les honorent et ils en profitent. Bien sûr, ils partent pas. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils se retrouvent avec des joueurs qu'ils ne voulaient pas. Ils ont même récupéré James Rodriguez, le Colombien qui était au Bayern, dont le Bayern ne voulait pas et dont Zidane ne veut pas. Et les joueurs qu'on attendait, à part Eden Hazard, il y a personne. Donc du coup, il va devoir bricoler. Il a su le faire. Faut pas oublier, quand il arrive en 2016, il a su le faire. Il a refusé les recrues que lui proposait à l'époque Florentino Pérez pour fédérer son groupe et arriver, et ça faut reconnaître, c'est assez exceptionnel, à gagner 3 Ligues des Champions d'affilée. Est-ce qu'il va pouvoir le refaire maintenant? Je suis plus sceptique. Alejandro? Moi, je me dis que l'inquiétude de Rémi, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que jusqu'à présent, le dispositif tactique des Zidane a donné comme résultat que le Real a été la plus mauvaise équipe espagnole dès l'avant-saison, donc avec des résultats catastrophiques, donc une défaite 7-3 face à l'Atlético Madrid. Donc peut-être ces besoins d'improviser sera bénéfique pour le Real. En tout cas, on est très loin des promesses du mois de mars, lorsqu'on disait que Zidane allait avoir totalement la main sur l'effectif. On a vu que ce n'était pas du tout le cas. Il y a plein de joueurs très coûteux qui sont arrivés dont Zidane n'en veut pas. Et les joueurs qu'il voulait voir partir, il va falloir les raccommoder à la sauce de la nouvelle saison. Donc je pense que Florentino Pérez n'a pas tenu parole et que Zidane n'est pas du tout content. Et d'ailleurs, il y a des rumeurs, Alejandro, qui, dans la presse anglaise, notamment des gens assez bien renseignés, qui disent que Zidane pourrait claquer la porte. Est-ce envisageable? Peut-être pas ce week-end, mais en tout cas, on sent que Zidane doit faire des gros efforts en conférence de presse pour ne pas dire tout ce qu'il pense. Et d'ailleurs, plusieurs conférences de presse cet été ont été annulées par le Real afin que Zidane puisse ne pas dire trop ce qu'il a sur le cœur. Annie, juste pour... c'est sa logique. C'est-à-dire que... Parce que tout va lui retomber dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, il part avec une équipe. Les résultats, c'est pour l'entraîneur. C'est pour les joueurs, certainement, parce que voilà, c'est les premiers acteurs. Mais ça va être l'entraîneur qui va prendre. Même si on sait quelque part qu'il y a eu des choses derrière, c'est quand même l'entraîneur en première ligne. C'est lui qui va prendre. Donc c'est logique, quelque part, de se dire, est-ce qu'on m'a respecté, on m'a pas respecté? Est-ce que je tiens mes engagements, je continue? Ou parce que voilà, le revers de la médaille, c'est lui qui va la prendre en pleine figure. Moi, je ne vois pas Zinedine Zidane partir. Non, je pense pas non plus. Et puis, je crois que dans le projet de Zinedine Zidane, comme vous avez pu le constater, on peut bien dire que Florentino Pérez n'a pas tenu parole, mais il n'allait pas débaucher Pogba comme ça si Manchester United refuse de vendre. Le vrai pion que Zinedine Zidane voulait dans son maillon était Pogba, parce qu'au niveau du milieu de terrain, et c'est dommage parce que quand je disais quand même qu'on est en train de nous donner le ballon d'or à Modric, maintenant on comprend très très bien que la faiblesse du Real Madrid, c'est d'abord dans ce milieu de terrain-là. Donc on a voulu refuser le ballon d'or à Cristiano Ronaldo et donner à Modric, on a vu ce que ça a donné. Donc là actuellement, là où nous sommes actuellement, le milieu de terrain du Real est pauvre. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois comment... Les pauvres, c'est quand même le milieu de terrain avec lequel ils ont gagné 3 Ligues des Champions. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Ce que tu disais du Barça, c'est que le Barça, le milieu vieillissant. Que tu dises ça pour le Real, je veux bien, mais tu ne peux pas dire que c'est un milieu de terrain pauvre avec lequel il a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée. C'est justement ça. C'est pour ça, justement, il faut employer les bons mots. Modric lui-même avait dit qu'il partait parce qu'il ne se sentait plus à la hauteur, parce que non seulement il avait senti qu'il avait tout donné, c'est pour ça que je dis qu'il est déjà pauvre, parce qu'aujourd'hui, Modric n'est plus le Modric qu'on connaît. Ce n'est plus ce qu'il pouvait être. Donc, quand on voit de l'autre côté, il faut compter avec Valverde. Mais Valverde, il n'a pas la moindre expérience. C'est quelqu'un qui n'a pas... en revue. Donc, c'est pour ça que j'ai dit on ne peut pas dire que le Real Madrid a un effectif de club pauvre. Aujourd'hui, il n'a pas l'effectif qu'il voulait, mais il n'a pas l'effectif pauvre. Mais cependant... Le Real n'est pas mort. Le Real est bel et bien dans cette compétition. Et vous serez beaucoup surpris. Ne comptez pas. Elle refait, c'est à vous que je réponds. Ne comptez pas des matchs de pré-saison du Real. Depuis que Zinedine Zidane est venu, jamais le Real n'avait fait plus de 3 victoires. Jamais.
La pré-saison a toujours été catastrophique et hop, boum, on voit le résultat après. Donc pour vous, on verra, vous êtes magnifique. Le Barça remporte toujours la Coupe d'Europe des matchs amicaux et quand il s'agit des vraies compétitions, rien. Qui est champion le Real Madrid ira jouer à Vigo contre le Celta samedi soir et c'est l'Atlético qui recevra, lui, à Madrid, au stade Metropolitano, Getafe. Des colchoneros, les matelassiers comme on les surnomme, toujours en embuscade. Le seront-ils encore cette saison? Alors, on aurait pu imaginer que non. L'équipe a perdu de nombreux cadres, Griezmann, Godin, Philippe et Luis. Mais il y a eu des recrues chères, parfois très chères, comme le Portugais João Félix. Mais c'était peut-être aussi un mal pour un bien, ces recrues, Saïd? Finalement, oui, l'Atlético s'en sort plutôt bien avec les recrues. João Félix, c'est 19 ans et ils ont misé beaucoup sur lui, 126 millions d'euros. Donc c'est bien plus cher que Griezmann. Il a conquis déjà son petit monde. Oblak parle d'un immense talent. La saison dernière, c'était quand même 15 buts, 7 passes décisives en 26 matchs. Il avait notamment marqué les esprits au niveau européen en marquant un triplé face à Francfort en Ligue Europa. Et lors de sa pré-saison, là, au match estival, il a mis 4 buts en 5 matchs, notamment contre la Juve et le Real. Donc c'est un petit jeune qui est très en forme aujourd'hui. Oui, un petit jeune en plus qui marque et qui a osé marquer contre la Juve. Félix. Il y a João Félix et il n'est pas le seul parce qu'ils en ont recruté d'autres aussi qui valaient moins cher mais qui sont importants. Mais qui sont chers quand même. Marcos Llorente, 40 millions d'euros, c'est le joueur formé au Real qui n'a jamais su convaincre Zinedine Zidane. Il est international espoir et donc il reste à Madrid. Mais du côté des colchoneros, Mario Hermoso, donc, qui débarque de l'Espagnol Barcelone pour 25 millions d'euros, lui aussi est formé au Real à 24 ans. Il est considéré un peu comme le successeur de Hernandez du côté de l'Atlético Madrid. Et enfin, Felipe Montero qui arrivait pour 20 millions en provenance de Porto, donc un défenseur d'expérience puisqu'il a 30 ans. Et Trippier, qui arrivait en provenance de Tottenham pour 25 millions également. Xavier Barret, est-ce que finalement la star, on entendait João Félix, vers qui déjà tous les regards se portent, peut-être parce qu'il coûte cher, peut-être aussi parce qu'il est très jeune et qu'on mise tout de suite sur lui, est-ce qu'il sera plus star, qu'il va voler la vedette à Eden Hazard? En tout cas, à l'Atlético, sûrement, aux yeux des supporters des Colchoneros, parce que moi, je l'avais vu jouer... Non, mais en Liga. Oui, avec Benfica, c'est un garçon qui a extrêmement de talent. Après, en Liga, pour le moment, l'Atlético, c'est un bloc, et on a vu toutes ces dernières années que finalement, même s'il perdait des joueurs, il restait extrêmement compétitif. Donc, avec tous les renforts que nous a rappelé Saïd, je pense que c'est une équipe qui sera encore là, et c'est sur ce qu'on voit actuellement, pour moi, ça reste le principal challenger du Barça, comme la saison dernière. Un petit mot sur l'Atlético. Ce qui est intéressant, c'est qu'on connaissait l'Atlético très défensif, etc., très conservateur. Là, c'est un Atlético qui a l'ambition de garder un peu plus la balle, de faire un peu plus le jeu. Donc, c'est un pari intéressant, mais c'est un pari risqué également pour Simeone. Voilà pour ce qui est de la Liga. On passe à la Ligue 0-0-0-0, c'est les résultats du championnat de France. Si tu veux un 0-0, tu regardes Canal+, t'as ton 0-0. Voilà, ils n'ont plus des chapeaux ronds. Non, c'était une illustration à l'époque où il n'y avait peut-être pas un PSG qatarien, on va dire. En tout cas, ils n'ont plus de chapeaux ronds, mais ils seront au centre des attentions ce week-end. Les clubs de Bretagne, Nantes recevra à la Beaujoire Marseille, des Marseillais qui ont très mal débuté ce championnat et qui ont donc besoin déjà de se relancer. L'OM de Villas-Boas a cependant une défection dans ses rangs et cette défection, ou semi-défection, parce qu'il ne s'entraînait pas ces derniers temps, c'est Adil Rami renvoyé de l'OM. C'est ça, bon, je pense qu'il ne va pas beaucoup manquer aux Marseillais, mais il a été renvoyé, je vais vous rappeler un petit peu l'histoire. Il a participé à Fort Boyard pour une association. Oui, qui est un programme de télévision en France. Et il n'a pas prévenu son club, ce que son club a plutôt mal pris. Donc il a été convoqué en commission de discipline et il a été renvoyé pour faute grave. Et donc Adil Rami aujourd'hui à la recherche d'un club et apparemment son agent l'a proposé à Toulouse et Toulouse étudie sérieusement la question pour le reprendre. Oui, enfin, on a l'impression aussi que cette histoire, c'était la bonne excuse pour le renvoyer. Oui, pour le renvoyer. L'OM économisait un salaire important puisqu'il avait un gros salaire. D'ailleurs, c'est pas la première fois que l'OM procède de cette façon. Ils avaient procédé un peu de la même façon avec Henri Bédimo, le latéral gauche camerounais qui avait été renvoyé pour
soi-disant avoir apporté son partenariat. Bon, on verra, ça va finir devant la justice. Patrice Evra aussi. Donc, effectivement, c'est pas signe de sérénité pour le club marseillais. Xavier, face à Reims, cette équipe, elle était déroutante, c'était déjà grave ou c'était un accident de début de saison? Ah non, un véritable avertissement, parce que c'est vrai que ça bascule sur pas grand-chose. Il y a la frappe de Strootman, le néerlandais, qui termine sur le poteau, et sur la contre-attaque, pratiquement, Reims marque. Mais dans le jeu, Reims a été quand même beaucoup plus tranchant, s'est procuré des occasions que l'OM ne s'est pas procuré. Alors, est-ce que c'est seulement l'absence de Thauvin et la présence de Germain, qui n'est pas l'avant-centre titulaire, a priori, puisque c'est Benedetto, l'Argentin, qui vient d'arriver, qui sera avant-centre. Qui n'a jamais convaincu Alejandro, qui fait des grimaces. Mais bon, pour le moment, on peut dire qu'effectivement, face à Reims... Vous pouvez les voir, les grimaces, en Facebook Live, en plus. C'est vrai que l'absence de l'attaque type de l'OM n'a pas aidé face à Reims. Mais dans l'ensemble, c'est surtout l'attitude, la complémentarité des joueurs qui, moi, m'a plus inquiété. On n'a pas vu un OM aussi déterminé qu'on aurait dû le voir. L'avis d'un Parisien. Ouais, non, là, j'enlève le Parisien et je vais être objectif, je vous jure, je vais être objectif. Mais voilà, ouais, non, on va pas enlever le mérite à Reims qui a fait un très bon match aussi, attention. Bien sûr. Hein. Donc ça, c'est déjà et d'ailleurs, ils surfent bien, eux, sur leur saison dernière. Ils ont fait, exactement, ils ont fait, au-delà de la présentation de la saison, ils ont fait un beau match à l'OM. Mais non, ouais, Marseille, pas rassurant, alors inquiétant surtout défensivement, parce que Camara qui est censé être un pilier, alors il est jeune, on a envie le nouveau sur lequel on mise. Voilà, là c'est lui sur l'erreur sur le premier but, un petit peu sur le deuxième aussi, alors c'est collectif aussi sur le deuxième. Il n'y a plus Rami. Et il n'y a plus Rami, donc j'allais dire non mais voilà, on plaisante, mais ce que je veux dire c'est que c'est très inquiétant. Moi je trouve ça inquiétant. Surtout qu'à l'horizon, il n'y a rien de rassurant pour l'instant au niveau recrutement. Rémi, faut-il s'inquiéter pour l'OM? Je l'ai annoncé en levé des rideaux ici, où je disais... La semaine dernière, vous avez moqué... Annus horribilis. On est direct, droit, on est en train de foncer vers l'apocalypse, vers les abîmes. Où l'OM risquerait de venir. Vous allez désespérer beaucoup de nos auditeurs, là. Non, mais attendez, vous savez, j'avais commencé à dire que sur le plan défensif, on n'avait pas vu une équipe qui encaisse 80 buts. Et l'OM l'a fait. Donc, et vous enlevez finalement, finalement encore Adil Rami. Je dis bravo. Bon, vous voulez aller vraiment, et ça c'est faire Harakiri. Maintenant, vous essayez de voir encore d'autres possibilités. On me dit qu'il n'y avait pas d'équipe type. En dehors de 2017-2018, où vous voyez Thauvin avec 22 buts et 11 passes décisives. L'année dernière, c'est quelqu'un qui manque d'inspiration. Payet, il n'existe plus. Et vous voyez qu'au niveau du milieu de terrain, depuis que, certes, Luis Gustavo tenait un peu, mais à côté de lui, il y avait Zamboanguissa, qui n'est pas là. Ça devient donc au boulevard. Ça fait déjà un an qu'il n'est pas là. Autoroute à 130 à l'heure. C'est pas la... Autoroute à 130 à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette équipe de Marseille-là? Moi, je suis beaucoup inquiet. Et je crois d'ailleurs que cet OM, comme les gens disaient qu'ils peuvent aller en Ligue des Champions, ah non, il faut que l'OM lutte pour sa survie. En tout cas, Alejandro, cet OM qui ne va pas en Ligue des Champions depuis 2013. Hein. Alejandro, il y avait une belle déclaration d'amour à l'OM aujourd'hui dans l'équipe, c'était d'un Argentin, Lucas Ocampos. Oui, dans le départ, à mon avis, laisse quand même un vide parce que c'était un joueur très combatif à défaut d'être un joueur très technique. Un joueur d'équipe. Et je pense que ça... Et qui mouillait vraiment le maillot. Je crois que les supporters reconnaissaient ça. Hein. Absolument, ça manque. Moi, je trouve que l'OM non seulement ne s'est pas renforcé cet été, mais qu'il s'est plutôt affaibli. Je pense que Villas-Boas n'est pas meilleur entraîneur que Rudy Garcia. En défense, je ne vois pas des progrès. En attaque, l'arrivée de Dario Benedetto, ça peut paraître un bon coup, mais c'est un joueur, Dimitri Payet le disait l'autre jour, qui est très isolé au sein du vestiaire et qui a beaucoup de mal à communiquer, etc. Ça risque de prendre du temps, d'autant qu'il sort de nombreuses blessures. Je ne suis pas très optimiste. Ça va prendre du temps. Laissez-leur un peu de temps. On va lui laisser le bénéfice du doute. La défense, ils ont aussi recruté Alvaro González, qui est défenseur de Villarreal, qui est un bon défenseur, qui a l'expérience, il n'a pas encore joué. Donc bon, attendez un petit peu. Je suis d'accord, je ne vois pas l'OM champion, mais je pense que cet OM, avec les joueurs qu'il a dans son effectif, il doit faire mieux.
et on en attend mieux. Ocampos, en tout cas, rendait hommage surtout aux supporters de Marseille en disant qu'il lui avait fait oublier l'Argentine et qu'il se croyait parfois en Argentine avec la ferveur qu'exprimaient les supporters malgré. Alors, il a vécu la belle épopée de la Ligue Europa. Il a connu River Plate, donc c'est sûr qu'il était à bonne école. Mais Benedetto dira peut-être la même chose en ayant connu Boca, Alejandro Valente. Le PSG, lui, retrouve ses meilleurs adversaires, on va dire. Oui, Eric, le Stade Rennais. Alors là, ils seront chez eux, au Roazhon Park. Le club breton jouera la belle dans cette série de confrontations récentes, puisque le premier match qui avait été gagné, c'était en Coupe de France. Ensuite, il y a eu le match perdu en Chine à Shenzhen pour le Trophée des Champions. Et puis dimanche soir, une rencontre en territoire breton des Parisiens sans Neymar, toujours officiellement blessé, avec Mbappé, Cavani, Di Maria. Mais surtout, on devrait voir les premiers pas de l'international sénégalais qui va passer de la finale de la CAN face à l'Algérie à la Ligue 1. Il y revient en fait, il jouait à Lille à une certaine époque et on l'attend de pied ferme au PSG, cet Idrissa Gueye. Alors on l'attend de pied ferme, on lui laisse le temps d'arriver parce que le pauvre il a pas beaucoup de temps de reprise. De repères. Donc surtout. de repères, mais bon après c'est pour un joueur comme lui, je pense que c'est très facile de s'intégrer dans une équipe qui tourne comme ça, comme le Paris Saint-Germain, bien sûr. Parce que voilà, vous avez beaucoup de ballons, donc ça veut dire que vous allez avoir le temps de vous mettre en place, de trouver la confiance et les automatismes. Mais au-delà de ça, les Parisiens et l'équipe de Rennes. L'équipe de Rennes au Trophée des Champions, c'était une équipe affaiblie qui n'avait pas récupéré les joueurs qui étaient partis à la CAN. Il y avait, je crois, 11 joueurs qui manquaient. Les Parisiens n'ont pas été transcendants et étaient en train de monter, j'allais dire, en rythme. C'est même les Rennais qui avaient ouvert le score, n'est-ce pas ? C'était même les Rennais qui avaient presque égalisé à la fin pour dire, pour les mettre un petit peu. Ouais. Le deuxième match n'avait rien à voir non plus parce que les Parisiens étaient plutôt sérieux, pas non plus transcendants, mais plutôt sérieux et beaucoup mieux que le Trophée des Champions, j'ai trouvé. Donc ils sont en train de monter en puissance. Là, ils récupèrent Gueye, qui est un travailleur de l'ombre et qui est le joueur qu'on attendait au milieu de terrain au Paris Saint-Germain. Donc c'est vraiment encore un plus dans ce collectif qui fait que on attend encore mieux des Parisiens. On va voir ce que ça va donner. Mais en plus, l'opposition rennaise n'est pas du tout la même que la saison dernière. Ouais, il a perdu quand même Sarr. Bien Sarr sûr. qui est parti en Angleterre. Et qui était le dynamiteur de l'attaque. Donc moi, ils ont vendu leurs bons éléments. Oui, je pense que ça va être compliqué pour Rennes, même s'il reste sur d'excellentes prestations, notamment cette fameuse finale de Coupe de France gagnée au tir au but. Et puis on a Monaco. Alors Monaco qui a aussi mal débuté que Marseille, on peut le dire. C'était chez eux et face à Lyon. Ils se renforcent ces dernières heures avec Ben Yedder. Alejandro, on en a déjà parlé dans Radio Foot, le buteur qui avant faisait les belles heures de Toulouse et de Séville, mais peut-être sans Falcao, le Colombien, Cafetero qui partirait. Un peu argentin aussi, mais plus colombien. Effectivement, oui, pour moi c'est une excellente recrue, Ben Yedder, parce que c'est un joueur qui apporte énormément d'occasions, qui est très intelligent dans ses déplacements, qui est très, très habile, très bon finisseur, etc. La perte de Falcao, de toute façon, Falcao n'était plus le même déjà en fin de saison dernière, donc je pense que ce n'est pas une perte aussi importante qu'on puisse l'imaginer. Après, l'arrivée de Ben Yedder s'accompagne du départ de Ronny Lopez, qui est quand même un joueur qui à mon avis, a apporté quand même pas mal de choses. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne, cette équipe de Monaco. Je ne suis pas encore entièrement convaincu. Rémi, un petit mot sur Monaco ? Inquiétant ? Je suis d'accord avec El Réfé. Moi, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu parce que même l'année dernière, quand on me disait que voilà, les grands joueurs ont été recrutés et tout, on a vu comment c'est terminé. On ne peut pas recommencer à reconstruire une équipe chaque fois comme ça en vendant les pousses ou en vendant les meilleurs éléments. Ils ont essayé d'acheter plutôt. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils achètent ? Ils achètent de la friperie. Donc, lorsque vous rendez compte... avec Ben Yedder. Oui, mais non, attendez. En 2014, c'est une équipe qui est quand même championne et vous vous rendez compte que... oui, c'est... D2. Et par la suite... 2017, en 2017, quand même, il se débarrasse de l'ossature de l'équipe. Non, mais on l'a vu, en on en a déjà 2014, parlé. il avait déjà aussi fait. Donc là, aujourd'hui, quand vous essayez de me dire que Ben Yedder, est-ce que c'est lui qui va faire des centres ?
Lorsque Falcao il va marquer des buts directement. Oui, mais attendez, c'est terrible. C'est son rôle. Moi, je pense que parce que c'est une bonne recrue le Monaco pour qui avait Monaco. été champion justement en 2017. Il avait Mbappé. C'était avec Mbappé. D'ailleurs, quand il part, il a 26 buts. Mbappé et un collectif derrière. Et il y a un collectif parce que sur les côtés, par match, il y avait minimum 19 centres. Donc là, actuellement, qui peut centrer au niveau de Monaco? C'est un jeu qui sera hyper direct et un jeu dans lequel un avant-centre ne peut pas véritablement s'épanouir. Pour moi, je ne vois pas Monaco terminer parmi... Je ne le vois pas sur le podium. On verra ça donc lundi dans Radio Foot après cette deuxième journée de Ligue 1. Canaries, à l'appétit d'oiseau il y a encore quelques jours, voilà Vahid Halilodzic, lion de l'Atlas, prêt à déplacer des montagnes. Vahid Halilodzic a été installé dans ses fonctions d'entraîneur des Lions de l'Atlas. Vahid Halilodzic pose ses valises au Maroc. Vahid Halilodzic aura désormais pour mission de qualifier le Maroc pour le Mondial 2022 et de briller lors de la CAN 2021. Et oui, finalement, c'est lui, Vahid Halilodzic, a signé son contrat de sélectionneur des Lions de l'Atlas. Coach Vahid retourne en Afrique, où il a déjà si souvent entraîné. On se souvient de son passage en Algérie avec les Fennecs, qu'il a conduit à la Coupe du Monde au Brésil si brillamment. Et il semble prêt à rééditer son travail, parce que pour Coach Vahid, c'est simple le message. J'adore gagner. Moi, je suis malade quand je perds. Ça, c'est quand j'étais entraîné au Raja il y a 20 ans. Je changeais, je suis encore plus soif des victoires, des succès. Je vous dis franchement, j'aimerais bien amener encore une Coupe du Monde, faire peut-être la même chose que je fais avec l'équipe Algérie. Coupe du Monde, ça reste top de top. Ah oui, parce qu'il n'avait pas pu le faire avec l'équipe du Japon. Il avait été viré juste avant la Coupe du Monde. Vous aimiez perdre s'il aime gagner, c'est ça? Juste un petit mot, Saïd Hamda, c'est sur... est-ce qu'il était le premier choix? Parce qu'on a entendu le nom de Laurent Blanc. On a eu quelques doutes sur les intentions des Marocains. Non, je ne suis pas convaincu que ce soit le premier choix. Je pense que Laurent Blanc passait avant. Et peut-être même Bruno Genesio, avant de signer en Chine, avait fait un petit passage au Maroc. Je pense que Bruno Genesio, pour des raisons financières, a privilégié la Chine. Et Laurent Blanc aussi a refusé puisqu'il estimait que ce n'était pas assez payé. Et pour le coup, Vahid a quand même divisé son salaire de manière conséquente. Il touche quasiment un tiers seulement. C'était un calcul alors de la part des Marocains, de le mettre en concurrence. Je pense que c'était un calcul, histoire de faire baisser son salaire, puisqu'il prend 80 000 euros. C'est à peu près un tiers de ce qu'il gagnait à Nantes. Et pour 80 000 euros, c'est quand même des objectifs assez élevés qu'on lui a imposés. Xavier, coach Vahid, ça fait longtemps qu'on murmurait quand même qu'il irait du côté du Maroc. Oui, parce que notamment toute la négociation de son départ de Nantes s'était plombée, entre guillemets, par cette perspective. Donc, sur le coup, moi, c'est vrai que j'ai regretté qu'il quitte Nantes parce qu'il avait fait du bon travail en peu de temps la saison écoulée. Il a été remplacé par Christian Gourcuff. Mais au Maroc, c'est un défi extrêmement intéressant parce qu'il ne faut pas oublier le formidable travail qu'il a fait en Algérie de 2011 à 2014 avec cette récompense, la Coupe du Monde au Brésil. Donc depuis, il a une image alors, il a toujours cette image de technicien à poigne, mais qui obtient des résultats. Donc moi je pense que le Maroc a malheureusement pas obtenu les résultats avec Hervé Renard qu'on pouvait compter malgré le potentiel qu'il a. Peut-être qu'avec Vahid, ils l'auront. En tout cas, moi, je pense qu'il a l'expérience pour réussir. Moi, je pense aussi. Mais on ne lui a pas fixé des objectifs un peu trop élevés parce qu'on lui demande d'être demi-finaliste à la prochaine CAN en 2021, de se qualifier à la Coupe du Monde 2022 et d'être finaliste en 2023. Et que quand on voit la CAN qui vient de se passer, le Maroc avait peut-être les possibilités d'arriver jusqu'en demi-finale. Peut-être, mais il peut arriver des accidents de parcours. Bien sûr, il peut arriver des accidents de parcours. Maintenant, je rejoins mon Xavier. ami Xavier qui dit que c'est peut-être l'homme de la situation. Bien sûr. Moi, je pense le Maroc a mais Hervé Renard est un homme à poigne. Peut-être pas la rigueur. Et je pense Hervé Renard est un homme à poigne. Bien sûr, mais Vahid il est très sévère, il arrive à faire travailler ses joueurs plus que n'importe quel entraîneur, c'est incroyable d'ailleurs. Il est capable de mettre son équipe à son image, j'allais dire. Donc c'est ce qui est difficile pour un entraîneur. Et là, je pense que c'est peut-être le bon choix. Rémi. C'est pas le bon choix. Première des choses, je suis ahuri quand je vous entends dire « Oh, il a fait un effort sur son salaire ». Je voulais vous dire que 80 000 euros pour un sélectionneur en Afrique, il est le sélectionneur le plus payé d'Afrique.
Donc ne dites pas que c'est un effort, parce que c'est lui qui remporte la CAN, Belmadi, il a 40 000 euros. C'est lui qui, actuellement avec le Sénégal, c'est la meilleure équipe d'Afrique, c'est-à-dire que si c'est 23 000 euros. Et vous me dites, il a fait un grand effort d'avoir seulement 80 000 euros. Oui, bon, mais Rémi, c'est pas ça la question. Est-ce que c'est un bon choix? Ah, mais je vous dis d'abord, le choix est financier, mauvais choix. Le choix maintenant sur le plan de ce qu'on peut appeler les résultats, non plus, parce que quand on me dit qu'il a fait des choses fantastiques avec l'Algérie, cette équipe d'Algérie qui avait une ossature, peut-être que Xavier Barré peut dire à l'époque, c'était certainement la meilleure équipe d'Afrique. Et d'ailleurs, c'était l'Algérie occupait la 32e position au classement FIFA, c'est-à-dire que numéro 1 en Afrique. Et il y était pour rien. Donc, non, mais il avait trouvé une équipe qui était déjà compétitive. Oui, maintenant, il faut conclure. Vous me dites ce que je suis en train de voir aux objectifs qu'il est en train de dire là et tout. Et c'est vous qui avez énuméré ça. On lui a demandé, il a accepté qu'il va remporter la CAN 2023. Ce n'est même pas qu'il doit être finaliste. En Guinée. Donc, mais alors là, c'est trop prétendu, c'est trop osé. Bon, il est venu faire son petit pognon, puis il partira. Voilà, c'est comme ça. Mais qu'il ne nous dise pas que je vais me qualifier pour ceci, je vais faire cela. Alors qu'il en gagne 3 fois plus ça, non. Il ne faut pas dire n'importe quoi. On ne met pas l'oiseau. On ne met pas l'oiseau. On ne met pas l'oiseau dans la bouche tant qu'il vole encore en l'air. Il faut aussi savoir compter, monsieur Ngono. Donc pour moi, c'est de la démagogie. Bon. Là, on vous suit pas, je crois, Rémi. Mais c'est pas grave, on va vers les cartons. Carton jaune. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Carton, Eric Rabessan-Ratana. J'ai oublié le nom du joueur. Voilà. On va passer à le Eh ben, carton vert, parce que pour une Vous fois. êtes en gros plan à la télé, là. C'est incroyable. Non, je reprends, je vais oublier. Il reprend Excusez-moi. Non, l'accord entre. Parce que je ne me rappelle plus le nom du joueur, mais l'accord entre Lyon et Angers qui me dérange énormément. Reine Adélaïde. Ouais, alors c'est pas le transfert du joueur, hein. C'est le fait que ce joueur ne puisse pas jouer contre Angers. Moi, ça me dépasse ces accords qui se passent tout le temps dans le football. On demande aux joueurs, on demande au club de ne pas faire jouer le club. Moi, je comprends pas. Le joueur, il est là pour jouer, il a signé, il s'en va, il joue. Part d'Angers, va jouer à Lyon et n'a pas le droit de jouer contre Angers. Ça, je comprends pas. Je suis désolé, mais je ne comprends pas cette carton rouge. À qui? À Lyon, au contrat à la LFA qui doit gérer tout ça. Xavier. Carton vert, moi, au RC Strasbourg. On n'a pas parlé de l'Europa League ou Ligue Europa ce vendredi, ce qui est assez rare. Ligue Europa. Et voilà. Et donc du coup, carton vert à Strasbourg qui accède au dernier tour qualificatif, tour de barrage de cette Europa League. J'étais l'autre fois lors du premier tour contre un club israélien et l'ambiance est fantastique. Et rien que pour ce public extraordinaire de la Méno, j'espère qu'ils vont pouvoir se qualifier, même si contre l'Eintracht Francfort au prochain tour, ce sera compliqué. Ouais, Alejandro. Moi, carton vert pour les joueurs argentins, pour une fois, qui... non, mais vous allez comprendre. Parce qu'ils vont rendre hommage à José Luis Brown, qui était les défenseurs champions du monde en 86, qui avait joué cette finale contre l'Allemagne une partie du temps avec une luxation à l'épaule et qui avait refusé d'être remplacé. Et pour tenir le coup, il avait fait un trou dans son maillot afin de passer les doigts et de bloquer son bras afin de pouvoir terminer le match. Et donc, ce week-end, tous les joueurs argentins du championnat vont entrer avec un maillot troué afin de lui rendre hommage. Il y avait une Coupe du Monde en jeu, hein, il faut dire. Saïd. Petit carton rouge pour les trophées UEFA du meilleur joueur. On n'a pas vu Sadio Mané, on n'a pas vu Alisson Becker. Donc pour moi, ces deux joueurs-là devaient figurer à la place de Ronaldo, Messi. On devrait arrêter un petit peu avec cette hégémonie. Donc voilà, c'est mon petit carton rouge. 3 joueurs de Liverpool. 3 joueurs de Liverpool, mais champions d'Europe, donc mérité. Rémi. Ah oui, ils viennent me piquer mon carton. Alors moi j'en ai un, Rémi. Et du coup, Prime Tchongo de ma page Facebook Rémi Ngono officiel donne le carton rouge. Moi, je vais dire jaune à Constant Omari, président de la FECOFA, qui, bien évidemment, vous constatez quand même qu'il est le premier vice-président de la CAF, mais on se rend compte que les léopards là-bas, U23, sont disqualifiés. On constate que tout le football congolais est totalement on a compris, en l'air. Carton rouge. Ok, RFI donne son carton vert aux jeunes pousses du club QPR Queen's Park Rangers qui ont préféré quitter le terrain plutôt que d'être insultés dans un match amical à Séville. C'est la fin de ce Radio Foot International. Désolé Rémi. Merci à Laurent Salerno qui était à la réalisation, à Pierre Guérin qui m'a aidé à préparer l'émission, à Pierre et Thibaut qui étaient à la vidéo. Vous pouvez nous voir sur Facebook Live. Merci, à lundi.
En sol majeur, Yasmine Chouaki. Walid Al-Husseini, cyberactiviste né en Cisjordanie. Pour avoir revendiqué son athéisme via Facebook, il est jeté en prison par l'autorité palestinienne. Aujourd'hui réfugié politique en France, ce dissident prend fait et cause pour sa nouvelle patrie dans Une trahison française, les collaborationnistes de l'islam radical. En sol majeur, Yasmine Chouaki. Demain, à partir de 14h10 TU. RFI. Géopolitique, le débat. L'immigration n'a pas toujours été une question sensible en Europe. Elle l'est devenue avec la crise de l'accueil des réfugiés de 2015 à 2016, le vote sur le Brexit, la montée des forces identitaires à l'ouest et à l'est de l'Europe, jusqu'à apparaître comme un point principal de cristallisation. Éclairage avec des spécialistes. Géopolitique, le débat, Marie-France Chatin. Demain, à partir de 18h10 TU. RFI. Vous êtes bien sur RFI, il est 18h à Paris et 16h en temps universel. Le journal tout de suite vous est présenté par Edmond Sadaka. Bonsoir Edmond. Bonsoir Annie, bonsoir à tous. À Hong Kong, un nouveau week-end de mobilisation en perspective malgré